Bonjour, merci d'être venu sur les terrasses de l'Observatoire. Nous sommes le 9 août 1884. Par ce samedi après-midi, il fait beau, il y a un très léger voile de nuages en altitude, et surtout il y a très peu de vent. Alors, l'après-midi est agréable, mais vers 16 h, un peu plus de 16 h, quelque chose d'un peu inhabituel se passe. Une espèce d'énorme aéronef qui émerge de derrière les arbres, là-bas derrière, en montée lente. Alors c'est vrai qu'on est juste au-dessus du parc aérostatique. Pas mal de machines assez inhabituelles finalement sont mises au point et expérimentées dans ce cadre-là. Et là, on a quand même affaire à quelque chose d'énorme. La taille à peu près du hangar qu'ils ont construit là, il y a quelques années, dont tout le monde parle. Alors, cette machine-là, elle a une grande enveloppe allongée, sous laquelle est suspendue une grande nacelle en bois, presque sur toute la longueur, avec 2 hommes à bord. À l'échelle, ils ne sont pas très grands. À une extrémité, on a comme un grand gouvernail, et à l'autre bout, une hélice qui elle-même fait déjà plusieurs fois la taille d'un homme. La voilà qui se met à tourner d'ailleurs. En quelques minutes, le dirigeable s'éloigne vers le sud et disparaît derrière la cime des arbres. On peut remercier au passage Jules Janssen, qui a eu la présence d'esprit de prendre son appareil photo et prendre le seul cliché qui reste de ce vol-là. Sans ça, je ne sais pas si on y croirait. Quoique, un quart d'heure plus tard, sorte de bourdonnement, sifflement se fait entendre au-dessus des arbres, et voilà la machine qui réapparaît. Elle fait un large virage et redescend. Et elle va se poser à l'endroit où elle a décollé. Eh bien, ce 9 août 1884, c'est la première fois dans l'histoire qu'une machine volante revient se poser à l'endroit de son décollage. Ça veut dire que ce jour-là, l'homme a prouvé qu'il était capable de maîtriser un vol. Pour saisir la portée historique de l'événement, il faut comprendre que jusque-là, la trajectoire des vols a toujours été plus ou moins subie. Le vent, c'est un peu comme un tapis roulant sur lequel on monte lorsqu'on décolle. Jusque-là, on ne volait qu'en ballon libre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autre choix que de se laisser porter par le vent et d'en suivre la direction. Plus exactement, la direction des vents, puisque selon l'altitude où on se trouve, le fameux tapis roulant n'a pas forcément la même vitesse ni la même direction. Donc ça laisse un petit champ de possible, si on est capable de composer avec les vents du moment. Être dirigeable, quand on est un ballon, ça veut dire pouvoir se déplacer en l'air, ça veut dire pouvoir marcher sur ce tapis roulant. Pour ça, il faut une hélice et de quoi la faire tourner. Donc il faut être capable d'embarquer la puissance, un moteur qui va nous donner la vitesse, et l'énergie, le carburant, qui va nous permettre la durée du vol. Et donc là, on vient de visiter le 19e siècle, le siècle de la Révolution, le siècle des développements techniques, notamment au niveau des moteurs. Dans les décennies qui ont précédé le vol de Meudon, un certain nombre d'inventeurs ont tenté des systèmes, des technologies pour diriger leur aérostat. Un peu comme dans la marine, d'abord à la force des muscles, puis ensuite en embarquant une machine à vapeur. Mais cet été 1884, c'est avant tout, c'est un moteur électrique alimenté par une pile qui a permis ce vol possible. Si on continue un peu dans l'histoire, quelques années plus tard, une bonne décennie plus tard, l'apparition du moteur thermique, le moteur à explosion, diesel en l'occurrence, sur cet exemple-là, a rendu possible des développements assez conséquents, puisque ce moteur-là, il fonctionne avec un carburant, le pétrole, qui est beaucoup plus léger que la pile électrique du dirigeable de Meudon. C'est de cette époque-là que date la première compagnie de transport commercial aérien. À cette époque-là, dans les années 1910, les dirigeables transportaient à travers l'Allemagne des passagers, puis dans les années 1920, c'est carrément sur la traversée de l'Atlantique qu'elles vous emmenaient en 1 à 2 jours de moins que la traversée en bateau. Je parlais du moteur thermique qui a rendu tout ça possible. Il a rendu aussi possible le développement de l'aviation et les formidables progrès sur l'ensemble du XXe siècle. Si bien que dans les années 1950, par exemple, il suffisait d'une vingtaine d'heures à un avion comme le Constellation pour vous emmener en Amérique. À partir de là, on a cherché à transporter toujours plus vite, plus loin. Et de fait, les dirigeables n'ont plus été les bonnes machines pour faire tout ça.
Un dirigeable, qu'est-ce que c'est? Ça vole grâce à son volume. C'est volumineux par nature. C'est son volume qui, par la poussée d'Archimède, lui permet de flotter. Donc c'est lent. La taille s'oppose à son avancement, un petit peu comme quand on marche dans l'eau. Plus on essaye d'aller vite, plus ça résiste. Donc on va se contenter d'un juste raisonnable en fait. Mais en marchant lentement, on n'est pas forcément en sécurité à monter ou à descendre d'un tapis roulant qui est rapide. C'est un peu casse-gueule. Une expérimentation il y a quelques années à Montparnasse, tout le monde ne restait pas debout dessus. Eh bien nous c'est pareil. En dirigeable, on est limité par le vent. Et c'est pas tout. Le soleil, les nuages, la température, l'humidité et même la rosée du matin ont une influence sur le vol d'un dirigeable. C'est à tous ces éléments-là qu'il faut prêter une attention très fine lorsqu'on espère faire quelque chose avec un dirigeable. Et c'est là où ont été particulièrement intelligents notre équipage du parc aérostatique de Meudon dont on parlait tout à l'heure. Ils ont eu cette intuition à une époque où on connaissait très peu le fonctionnement de l'atmosphère, la météo, l'aérologie. Aujourd'hui, ça paraît un petit peu plus commun. Mais revenons à l'industrie aéronautique. Presque tout est possible. Il existe une machine pour répondre à chaque besoin. Prenons quelques exemples. Si je vous demande de transporter 500 personnes à l'autre bout du monde en moins de 24 heures, il y en a qui passent de temps en temps tout à l'heure, bon, pas maintenant, un grand avion de ligne. On voit bien ce que c'est. Si je vous demande d'aller chercher un homme en danger dans la montagne alors que la tempête approche, on prend un petit hélicoptère léger. Tout ça, l'image est nette. Si maintenant, je vous demande de rester longtemps, plusieurs jours, plusieurs semaines, au-dessus d'un endroit, d'une région donnée, ou si je vous demande d'aller livrer quelque part où il n'y a ni route, ni port, ni infrastructure fluviale ou ferrée, ou ni même d'aéroport, bon, l'image est plus floue, ça commence à demander un peu réflexion. Même si vous avez une vague idée, vous commencez à me connaître, vous avez une vague idée de là où je veux vous emmener. Mais oui, ça demande réflexion. Sur cette décennie en cours, plusieurs gouvernements du monde financent des programmes de développement pour des solutions industrielles qui n'ont jamais été aussi mûres qu'elles le sont aujourd'hui. En ce qui me concerne, tout ça a commencé par une succession d'opportunités. Alors ça va m'en cultiver avec le petit grain de folie peut-être d'avoir voulu les suivre, qui m'ont initié à ce langage des dirigeables, qui m'ont initié à ce comportement-là qui réagit, même posé, un dirigeable, même au sol, réagit aux finesses du vent, de la lune, des nuages. Ce comportement-là qui finalement nous impose l'humilité de bien comprendre l'environnement qui nous accueille et de bien comprendre également qu'il faut faire avec, on n'a pas le choix, on n'y changera rien. L'industrie aujourd'hui, par nature, comme toujours, cherche à répondre à l'ensemble des besoins exprimés. Voir dans le dirigeable la réponse à l'un ou plusieurs de ces besoins-là, c'est se contraindre à cette attitude. Se contraindre, par exemple, à prêter attention au moindre voile de nuage. C'est reconnaître aussi que la rosée du matin peut avoir son mot à dire sur le compte de résultats. Et c'est aussi reconnaître que c'est dans cette attitude-là, dans cette compréhension très subtile, que va s'ouvrir l'ensemble du champ des possibles. Ce sont des questions que j'ai la grande chance de me poser au quotidien et de proposer des réponses justement en travaillant cette attitude-là. Et comme ça, moi, j'ai un peu l'impression de dessiner le ciel du XXIe siècle. Mais je me dis, est-ce que ça ne serait pas un peu plus? Est-ce que finalement, l'industrie complète dans son ensemble du XXIe siècle ne reposerait pas sur ce principe-là, sur cet attachement à la compréhension très fine de l'environnement qui nous accueille? En tout cas, c'est ma conviction. Et je vous invite à y repenser si, dans quelques années, vous voyez revenir des dirigeables dans le ciel de Meudon. Merci.